J'observe et je photographie le ciel depuis une trentaine d'années. Pour m'approcher au plus près des étoiles, il a fallu m'éloigner de la civilisation comme mes amis astronomes. Ces voyages m'ont fait découvrir la diversité d'une planète singulière, perdue dans l'immensité du ciel, la Terre. Ce sont ces hauts lieux de l'astronomie que je vais vous emmener découvrir. Ça n'en est pas une. Ah, ça, peut-être. Bon. Il faut dire que je cherche des cailloux un peu particuliers, des cailloux qui viennent du ciel. Chaque année, des milliers de tonnes de matière extraterrestre tombent sur la Terre. Alors la plupart du temps, ça passe complètement inaperçu, parce que ce sont juste des poussières ou des grains minuscules. Mais quelquefois, des blocs rocheux plus gros, qu'on appelle des météorites, parviennent jusqu'au sol. Alors ces cailloux qui viennent du ciel, ils attirent autant les collectionneurs que les scientifiques. Alors pour leurs recherches, le désert d'Arizona est un de leurs terrains de jeu favoris. D'autant plus qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a 50 000 ans, une météorite de plusieurs milliers de tonnes a pulvérisé tout ce paysage. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces chasseurs de météorites très précieuses et de ces astéroïdes très dangereux. Alors si je suis ici, c'est parce que l'un de ces chasseurs de météorites m'a donné rendez-vous en plein désert d'Arizona. Bonjour Marvin, enchanté de faire votre connaissance. Bonjour. Regardez ce que j'ai trouvé. Petite collecte. Là, vous avez tous les types de roches que l'on trouve dans le coin, mais pas de météorites. Venez avec moi, je vais vous emmener à un endroit où on pourrait en trouver. Avec plaisir. Sous ces terres de cow-boy, Marvin Kilgore est l'un des chasseurs de météorites les plus respectés de la planète. Toute l'année, il fait le tour du monde pour trouver ces cailloux si spéciaux. Marvin a également fait l'acquisition d'un terrain ici, en plein désert d'Arizona, sur la trajectoire du météore-cratère, où il a déjà trouvé 4 météorites. Je vais tenter ma chance avec lui. Et ça fait longtemps que vous recherchez des météorites? J'ai commencé à chercher des météorites dans les années 90. Avant, je travaillais dans le bâtiment. Mais pendant l'hiver, il n'y avait pas de chantier à cause de la neige et de la pluie. Donc j'ai acheté un détecteur de métal et j'ai commencé à chercher des pépites d'or dans le désert. Ah, gold. À l'époque, j'arrivais à trouver assez d'or pour payer toutes mes factures en une semaine. Et une fois, mon acheteur d'or m'a dit « Tu devrais chercher des météorites ». Je lui ai répondu « Mais qu'est-ce que c'est ?» Il m'en a apporté un morceau et il m'a dit « Essaye de trouver ça avec ton détecteur. Et si tu en trouves, je t'en achèterai. » Ah, ok. Et c'est comme ça que tout a commencé. Une météorite, c'est un fragment d'astéroïde, l'un de ces millions de corps rocheux qui gravitent pour la plupart entre les planètes Mars et Jupiter. Parfois, ces astéroïdes entrent en collision et projettent autour d'eux une multitude de débris de toute taille. Lorsque ces roches croisent la trajectoire de notre planète, elles pénètrent à grande vitesse dans son atmosphère et y brûlent en laissant dans le ciel la jolie trace d'une étoile filante. Mais certaines météorites parviennent jusqu'au sol, où Marvin les cherche assidûment. Tu vas t'occuper de ça, d'accord? Pardon, ça marche. Okay. Selon leur origine, dans le cœur ou dans la croûte de l'astéroïde, les météorites peuvent être métalliques ou rocheuses. Celle de météore-cratère était métallique. Alors, pour trouver des météorites, en théorie, rien de plus simple. Traîner un détecteur de métal et bien écouter. Voilà le signal. Notre première météorite peut-être? Je sais pas, ça se pourrait. C'est où? Bon, j'enlève ça. Bon, moi je vois rien pour l'instant. C'est là. Par ici.
Là, nous avons un clou. C'est un clou. Bon, apparemment, la météorite, Et voilà d'autres clous. les météorites, c'était 2 clous. Bon, 3 clous. Bon, je suis un peu déçu, Marvin. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Hein. D'accord, Marvin. Bon, apparemment, c'est une école de patience, hein, la recherche des météorites. Et quand on voit l'espace immense qui nous entoure, on se dit que c'est un travail de bénédictin. Des heures et des heures en plein soleil à chercher des clous. Difficile de prévoir. Les météorites tombent partout, le plus souvent dans les océans. Mais on les cherche généralement dans le désert, car l'érosion altère moins les roches et l'activité humaine n'a pas détruit leurs traces. Ça vient de sous le sol. Oui, c'est plus profond ici, donc on a plus de chance. C'est bien enfoui. Hein. Et quand vous creusez, il faut le faire petit à petit, pour ne pas abîmer la météorite. Ah, ok. Là, non, this. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah, on dirait que c'est une météorite, non? Ah, il semblerait. Oui. Oui, je crois que c'en est une. Ça ressemble à ce que vous m'avez montré tout à l'heure, en tout cas. C'est un beau morceau, en plus. Non. C'est une météorite? C'est une météorite, vous sentez le poids? Ah, Marvin. On en a trouvé une. C'est assez émouvant hein, de trouver ce caillou qui a traversé peut-être la moitié du système solaire pour finir par tomber sur la Terre il y a quelques dizaines de milliers d'années, à quelques kilomètres d'ici. C'est une très belle surprise. Je suis très heureux de l'avoir trouvé. C'est ma 5e. Mais depuis tant d'années, vous en avez trouvé plein des météorites. Oui, mais là, c'est sur mon propre terrain. Et pour moi, c'est vraiment important. Parmi les milliers de cailloux qui jonchent le désert, Marvin reconnaît les météorites à leur croûte noire caractéristique. Cette enveloppe se forme quand la météorite brûle en entrant dans l'atmosphère. Son coup d'œil d'expert est bien utile aux scientifiques de la NASA qui n'ont pas sa connaissance du terrain. D'ailleurs, ils lui ont permis d'installer sa collection dans l'un de leurs laboratoires. Je ne veux pas le quitter sans y jeter un œil. Ici, ma météorite rouillée fait pas le figure. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. C'est la caverne d'Ali Baba des astronomes ici. On a même l'impression que vous avez amené le désert de météorites. Mais il y en a combien? Vous en avez trouvé combien? Je n'en sais rien, peut-être 50 000, voire 100 000. Les roches qu'il a collectées sont d'une diversité et d'une beauté à couper le souffle. Même s'il a fait le tour du monde, Marvin n'a pas déterré lui-même toutes ces météorites. C'est un collectionneur. Son métier, c'est aussi d'acheter des échantillons qu'il n'a pu trouver le premier. Tu entends, on dirait le son d'une cloche. Parmi les pièces les plus surprenantes, des morceaux de planètes de tout le système solaire que le jeu des collisions célestes a apporté sur Terre. Ça vient de la Lune. Et ça, de Mars. C'est vraiment très très impressionnant, Marvin. Comment un morceau de roche peut venir de la Lune ou de Mars sur Terre? Une météorite peut venir de la Lune parce que si une grosse météorite percute la Lune, le matériau est expulsé et peut se retrouver dans l'attraction terrestre. Et c'est pareil pour Mars. Certains de ces cailloux sont rarissimes. Ils valent des millions. Mais ce ne sont pas les dollars qui passionnent Marvin. On a vraiment l'impression que c'est cette quête des origines maintenant qui vous appelle quand vous cherchez des météorites. Au début, je voulais trouver quelque chose à vendre pour me faire de l'argent. Mais ensuite, les scientifiques m'ont montré leurs recherches en laboratoire et je m'y suis vraiment intéressé. Mais quand j'ai réalisé que c'était des fragments de ce qu'il y avait à l'origine des planètes, que l'on pouvait les voir et même les toucher, là, ça m'a vraiment passionné. Alors j'ai commencé à vouloir les collectionner, les avoir toutes, en commençant par les plus primitives, puis en passant par tous les stades de l'évolution, et jusqu'à avoir des cailloux qui viennent d'autres planètes, mais qui ressemblent à ceux que l'on trouve sur Terre. Chaque morceau de cette collection raconte un épisode de l'histoire du système solaire. À l'origine,
Il y a 4 milliards et demi d'années, de la poussière s'est condensée autour du Soleil pour former des astéroïdes qui eux-mêmes se sont agrégés au fil d'incessantes collisions, formant le cœur des planètes. Les astéroïdes qui gravitent aujourd'hui par millions entre Mars et Jupiter sont des témoins intacts de la genèse du système solaire. Et l'un d'entre eux a traversé le ciel de Russie le 15 février 2013. Ce jour-là, des centaines de personnes se sont précipitées à Tcheliabinsk. Les secours, des journalistes et aussi des scientifiques qui espéraient retrouver des morceaux de cette roche tombée du ciel. Tim Swindle, un planétologue de l'Université d'Arizona, est parvenu à s'en procurer un échantillon. Bonjour Tim, ça va? Enchanté. J'ai découvert le monde des astéroïdes hier avec Marvin Kilgore. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Je pense que j'ai frappé à la bonne porte avec vous. Les météorites, c'est mon métier. Tim, qu'est-ce que vous faites dans ce laboratoire? Ce que j'essaie de faire, c'est découvrir comment les planètes se sont formées dans le système solaire. Tout d'abord, on va jeter un œil aux échantillons. Vous voyez, ce n'est pas épais du tout. Il est très très gris, exactement comme, on dirait, la surface de la Lune. C'est étonnant d'imaginer que ce tout petit morceau de météorite, il a fait tellement de bruit quand on l'a vu à la télévision dans le monde entier, avec ce météore qui a traversé l'atmosphère, qui a été filmé à Tcheliabinsk, et ça provenait d'une météorite, évidemment, qui était beaucoup plus grosse que ça. La météorite d'origine mesurait des dizaines de mètres d'envergure, mais elle s'est brisée en centaines de milliers de morceaux. Et ça, ce n'est qu'un fragment de l'un de ces morceaux. Là, on dirait carrément de l'or. C'est très très beau. C'est toutes ces infimes particules. On dirait qu'elles sont agglomérées les unes contre les autres. Je ne sais pas si c'est les grains de poussière qui étaient là au tout début du système solaire, mais c'est vraiment magnifique dans le microscope, comme ça en direct. Pour faire des analyses approfondies de la météorite russe, l'équipe de Tim Swindle utilise un microscope à rayons X capable de distinguer les différents éléments chimiques qui la composent. Dites-moi ce que vous avez découvert sur la météorite de Tcheliabinsk. La première chose que l'on a découvert, c'est qu'il s'agissait d'une chondrite, qui fait partie des météorites les plus vieilles du système solaire. Elle est composée d'un mélange d'éléments qu'on ne trouverait pas ensemble sur Terre. De la roche, du métal, des matières organiques, du soufre. Et ils se sont agrégés comme si c'était une grosse poubelle cosmique, et sans jamais avoir été chauffés. Et depuis 4 milliards et demi d'années, ces éléments sont collés entre eux. On peut dire que les chondrites, ce sont les tout premiers grains de poussière qui ont existé dans le système solaire? Presque. Il existe des choses encore plus anciennes dans certaines météorites, et elles sont plus vieilles que ce qui a formé les planètes. Donc beaucoup plus anciennes que la Terre. D'ailleurs, ce sont certainement les éléments les plus vieux qu'on ait été amenés à voir. Juste après leur formation autour du Soleil, et pendant près d'1 milliard d'années, les planètes ont été bombardées en permanence. La surface de la Terre a ainsi été enrichie de matériaux venus des 4 coins du système solaire. Tim, toutes ces collisions de météorites et d'astéroïdes sur la Terre, est-ce que ça a eu une influence profonde sur une autre planète? Les météorites se percutent entre elles, mais entrent aussi en collision avec la Terre. Et l'une des énigmes de la Terre, c'est de comprendre comment l'eau et les océans sont apparus. Et il se trouve que beaucoup de météorites contiennent de l'eau. Et on n'en est pas sûr, mais l'une des hypothèses les plus probables, c'est qu'une grande partie de l'eau provient des collisions de météorites avec la Terre. Est-ce que les briques de la vie peuvent venir aussi de l'espace?
C'est possible. Mais ce qui est plus probable, c'est que les éléments qui sont arrivés sont l'eau, le carbone et certaines matières organiques qui sont nécessaires au développement de la vie. Nous ne savons pas vraiment comment la vie a démarré sur Terre, mais il est possible que les météorites aient apporté certains éléments clés. La beauté de ces roches ne me fait pas oublier que pour nous, Tcheliabinsk ne représente pas l'apport de la vie, mais une catastrophe bien réelle. Le désert d'Arizona, notamment, porte encore la cicatrice d'une de ces collisions. David Kring, un géologue, est le spécialiste du plus célèbre impact météoritique, le météore cratère. Il m'a proposé de découvrir ce fameux cratère en plein cœur du désert d'Arizona, mais vu du ciel. David, je croyais que le désert d'Arizona, c'était vraiment un endroit très chaud. Mais il fait vraiment froid ce matin. Oui, tu as raison. L'air sec refroidit pendant la nuit. Mais Blair qui est là va nous réchauffer rapidement. Tout le monde est prêt? C'est parti alors. Ok. Ok. Waouh, 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 waouh. David, on est en train de survoler un gouffre incroyable, c'est vertigineux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un astéroïde métallique a traversé le ciel il y a 50 000 ans. Il faisait seulement 30 mètres de diamètre. Un grain de sable comparé à cet énorme cratère. Il y a 50 000 ans, 20 mégatonnes d'énergie explosive ont creusé cette immense cavité. Il n'y avait pas d'êtres humains à l'époque, donc les seuls témoins furent les mammouths et les mastodontes. On voit bien ce cratère très très impressionnant, mais au moment de l'explosion, est-ce qu'il y a eu une influence plus générale sur la région? L'explosion a généré un dégagement de gaz très chaud et une boule de feu qui a éclairé le ciel. Ensuite, des pluies acides ont marqué le sol en dessous de nous. En plus, une onde de choc avec des vents très rapides, de 2000 km/h, a littéralement balayé tout le paysage. Mais le météore cratère, vu de haut, ne révèle pas vraiment sa taille démesurée. 1200 mètres de diamètre, près de 300 mètres de profondeur, un véritable gouffre. Waouh! David, c'est prodigieux. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. On a presque l'impression que l'astéroïde est tombé il y a, pas hier, mais il y a quelques années seulement. Oui, vous êtes devant l'impact d'astéroïde le mieux préservé du monde. Il a seulement 50 000 ans et a très peu subi l'érosion. David, on voit bien le cratère, mais l'astéroïde, alors il est où? La plupart de l'astéroïde a été littéralement anéanti dans l'explosion. Mais il y a une centaine d'années, on en retrouvait encore des morceaux. Qu'au départ, ce petit caillou, c'était 30 mètres de diamètre. C'est arrivé sur Terre à 30 000 km/s. Que ça a provoqué l'impact qui est ici. Oh, waouh! Et alors, du coup, quel est le risque pour l'humanité d'impact pour des objets qui mesureraient 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres? Un astéroïde de la taille de météore cratère a pu dévaster la faune et la flore de la région. Aujourd'hui, si un impact de cette taille se produisait sur une ville moderne, ça la détruirait complètement.
Tous les 6000 ans environ, un astéroïde de cette taille rentre dans l'atmosphère. Mais des blocs bien plus gros gravitent dans le système solaire. Vesta, par exemple, mesure 530 km de diamètre. Heureusement, son orbite ne croisera jamais celle de la Terre. Par contre, le jour même de la chute de Tcheliabinsk, les astronomes surveillaient 2012 DA14 qui frôla la Terre à 26 000 km. Cet astéroïde repasse à proximité de notre planète tous les 30 ans. Ces objets dont l'orbite s'approche de la nôtre s'appellent les géocroiseurs. La NASA en a recensé environ 10 000. Le plus gros d'entre eux, qui mesure 7 km, pourrait faire disparaître l'humanité. Je prends la direction du Mont Lemmon pour rejoindre un observatoire dont l'objectif est la surveillance et la prévision de ces menaces. Je roule au milieu de ces cailloux vieux comme la Terre en me posant une question. Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? Hello Steve. Bienvenue. Nice to meet you. Je suis heureux que vous ayez trouvé votre chemin. C'est pas très compliqué, il suffisait d'aller en haut de la montagne. Hein. Ici, au Catalina Sky Survey, Steve Larson et son équipe programment ce télescope chaque nuit depuis 15 ans pour trouver parmi les 700 000 astéroïdes connus, les géocroiseurs dont l'orbite pourrait un jour rencontrer celle de la Terre. C'est l'un d'eux, il y a 65 millions d'années, qui a contribué à l'extinction des dinosaures. Alors, faut-il avoir peur? Et Steve, c'est quoi le risque vraiment que la Terre soit percutée par un astéroïde bientôt? Pour l'instant et pour les 100 prochaines années, on ne connaît aucun risque. Mais à ce moment-là, pourquoi vous continuez à observer? On cherche les astéroïdes qu'on n'a pas encore trouvés. Ce sont eux qui présentent un risque. Pour l'instant, on essaie de savoir s'il y a un danger imminent d'impact. Nous n'en connaissons pas pour le moment. Mais nous continuons à chercher, car nous n'avons pas encore vu tous les astéroïdes et tous les géocroiseurs qui pourraient être une menace. Dans cette recherche sans fin, le Catalina Sky Survey n'est pas seul. Des télescopes dans le monde entier partagent leurs données avec des milliers d'amateurs. Car il faut recalculer sans cesse les orbites des géocroiseurs connus et scruter les régions voisines de l'espace à la recherche de nouvelles menaces. Voici une carte du ciel qui nous permet de définir les zones que nous voulons observer. Cette nuit, on peut espérer découvrir combien d'astéroïdes ici? Si la visibilité est bonne et que nous pouvons aller dans le détail, on trouvera des centaines de nouveaux astéroïdes. Ce ne sont pas forcément des géocroiseurs, mais on découvre toujours de nouveaux objets de la ceinture d'astéroïdes. Tous les objets de plus d'1 kilomètre qui pourraient éteindre la vie sur Terre ont été détectés et aucun ne nous menace. Le Catalina Sky Survey catalogue maintenant les objets de plusieurs centaines de mètres. Plus l'astéroïde est petit, plus ils sont nombreux et difficiles à repérer. Voilà, le logiciel nous envoie les données. Tiens, regarde. Non, c'en est pas un. Ce n'est rien. Ah, ça c'est très intéressant. Ça bouge très vite. Oui. Il n'est pas très brillant, mais le mouvement est rapide. Et l'ordinateur indique que c'est très probablement un géocroiseur. À ce stade, on ne connaît rien dessus. Il nous faut l'observer plus longtemps pour définir l'orbite et ainsi savoir s'il représente une menace pour la Terre. Cette nuit, vous découvrez un astéroïde qui vient juste vers la Terre. Qu'est-ce que vous ferez? Si c'est un gros, vous n'avez qu'à déboucher une bonne bouteille de vin. Plus sérieusement, si on a assez de temps, et c'est le but de ces programmes de surveillance, on peut trouver ces objets à l'avance. Plusieurs orbites en amont, 20, 40, 50 ans plus tôt. Ça nous laissera le temps d'envoyer un vaisseau spatial qui pourra perturber suffisamment l'orbite et ainsi éviter la Terre.
Mais bien sûr, il y a aussi des astéroïdes plus petits qui arrivent et qu'on ne peut repérer que quelques jours avant l'impact. Pour cela, il n'y a pas grand-chose à faire, à part prévenir s'il menace de tomber sur une zone habitée pour qu'on puisse l'évacuer. Nous voilà rassurés. Comme Steve Larson nous l'a expliqué, il n'y aura pas de catastrophe dans les décennies à venir. Mais à la grande loterie planétaire, il reste les petits impacts provoqués par de petits astéroïdes indétectables aujourd'hui. Ce risque-là, le météore cratère et la météorite de Tcheliabinsk sont là pour nous le rappeler, est bien réel. Ce que nous rappellent aussi les météorites et les astéroïdes, c'est que notre planète n'est pas isolée dans l'espace, flottant dans un cosmos qui serait vide et serein. Elle appartient à une famille planétaire en perpétuelle évolution. La Terre vit en étroite symbiose avec ses voisines, pour le meilleur et pour le pire.